Voilà, donc bienvenue à tous dans ce webinaire consacré au déconfinement et puis à la meilleure façon de gérer cette période de reprise ou on espère presque future reprise pour les PME, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore totalement repris. Donc je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Annabelle Jaouen, je suis professeure en entrepreneuriat à Montpellier Business School et je suis également coach de dirigeants. Et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui 9 experts qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions et avec qui on va pouvoir réfléchir aux différents aspects qui peuvent toucher nos dirigeants aujourd'hui. Donc, on va aborder différents aspects. On va voir un petit peu d'abord la partie gestion financière, trésorerie, toutes les problématiques de financement. Après, on va aborder les questions de marketing et communication qui sont également très importantes en ce moment. Et puis, on va aborder également un aspect non moins stratégique qui est la GRH et le management. Et puis, on va terminer par l'aspect un peu plus long terme qu'il ne faut surtout pas occulter en ce moment, qui est la stratégie et notamment la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, parce que c'est aussi les piliers de la réussite de l'entreprise. Donc, je vous propose qu'on fonctionne en 2 temps, si vous êtes d'accord. On va d'abord écouter nos experts qui vont faire une présentation assez courte à partir d'une question clé. Et puis ensuite, on gardera un deuxième temps pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions au fil des interventions et que vous souhaitez les signaler, je vous invite à le faire à travers le chat. Et puis, ma collègue co-organisatrice de l'événement, Elsa Cassardian, qui est responsable de la valorisation de la recherche, pourra les recenser pour vous. Donc, j'en profite pour dire bonjour à Elsa. Bonjour à tous. Qui doit être par ici, voilà. Donc, qui a co-organisé aussi ce webinaire. Merci Elsa, et également avec Agnès Lebellac, dont je ferai la présentation dans quelques instants. Alors, ce que je vous propose, c'est d'éteindre d'ores et déjà vos micros, si vous le souhaitez, vos caméras. Et puis, comme ça, au moins, on n'a pas aucun parasite dans la présentation. Et je vous propose un petit tour de table virtuel assez rapide pour vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Alors, on écoutera d'abord pour répondre à toutes vos questions. On va commencer avec Charles Pourreau. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Alors, Charles qui est, bienvenue Charles. Charles qui est professeur affilié en stratégie, qui est consultant et cofondateur d'Idéa Associés. Et puis ensuite, on va écouter Julien Cotte. Julien qui sera là. Bonjour Julien. Bonjour. Julien qui sera accompagné de Paul Martin. Paul qui est peut-être quelque part par ici. Bonjour Paul. Bonjour Annabelle. Voilà, c'est pour voir un petit peu vos visages, qu'on voit qui seront nos intervenants. Donc, tous les deux sont professeurs affiliés également en stratégie et en finance. Tous les deux consultants, cofondateurs d'Idéa Associés également. Et on a la chance que Julien soit en plus un ancien diplômé, promo 2012. Ensuite, on va écouter Van Hoang qui va nous parler de financement participatif. Bonjour Van. Bonjour. Van qui est professeur en finance. Et puis, on va passer sur les questions de marketing et de communication avec d'abord Agnès Lebellac. Bonjour. Agnès. Donc voilà, comme je l'indiquais, co-organisatrice de ce webinaire et professeure en marketing et communication à Montpellier Business School. On aura Christophe Dumazer qui est également professeur à MBS, professeur en communication et journaliste. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Christophe qui va nous parler de communication et voir un petit peu tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là en ce moment, qui est aussi un chantier important. Et puis, on va parler de GRH avec Marilyn Meyer. Marilyn Meyer qui va nous parler de bonnes pratiques. Bonjour Marilyn. Oui, bonjour Annabelle, bonjour à toutes et à tous.
Donc, Marilyn, professeure en gestion des ressources humaines et également en responsabilité sociétale des entreprises à MBS. Voilà, et puis on terminera par l'aspect vraiment stratégique, on prend un peu plus de hauteur sur tout ça, avec 2 interventions. Magali Marais, Magali qui est professeure en stratégie et en RSE également, et qui est coprésidente du LAB, Laboratoire de l'engagement. Bonjour Magali. Bonjour Annabelle, bonjour à toutes et à tous. Et puis on aura, voilà Magali, enchantée. Et puis on verra Hélène, on entendra Hélène Tchanchou, professeure en stratégie également, cofondatrice de West for Future, qui va nous parler de comment est-ce qu'on pourrait mieux anticiper les crises de demain. Bonjour Hélène. Bonjour Annabelle, bonjour à tous, merci. Voilà, bienvenue Hélène. Donc je vous propose de démarrer cette présentation, de démarrer ces interventions. Est-ce que tout le monde voit bien le diaporama qui a dû s'afficher? Très bien. Oui, parfait. Très bien. Donc, c'est super. Alors, je vais déjà inviter tout d'abord Charles Pourreau à s'exprimer. Moi, Charles, j'ai une première question pour toi, qui concerne un petit peu ton sujet. Par rapport à cette crise, quels impacts on peut anticiper pour nos entreprises et pour nos PME? D'accord, je vais essayer de dire. Moi, j'en ai une pour toi. C'est où est-ce que vous avez trouvé cette photo? J'ai les Sur cheveux Internet, beaucoup, quelque part. j'ai les cheveux beaucoup plus longs. Alors, bon, on va rentrer dans le dur. On essaie de dédramatiser un peu le propos. Donc, ouais, très bonne question. Quel impact pour les entreprises? Ça, c'est la question que se posent aujourd'hui tous les dirigeantes et toutes les dirigeantes et tous les dirigeants d'entreprise. Et on voit que la réponse est pas du tout évidente à donner, hein. Donc, le prisme là, c'est l'impact économique de la crise sanitaire. Donc, on a tous compris qu'il y avait un impact économique majeur. On peut parler de crise économique. Je ne sais pas si crise, c'est le bon mot. Moi, je pense qu'il y a surtout une perte de repères. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de perdre des repères par rapport à tous les indicateurs et tout le prisme qu'on avait l'habitude d'utiliser dans la direction d'entreprise. Et là, il faut retrouver des repères. Alors, mars-avril, ça a été les mois du choc initial. Là, l'enjeu, ça a été de sauver les chantiers, ça a été la trésorerie. Le principal chantier, ça a été la trésorerie. Diminuer au maximum les décaissements, essayer de récupérer le maximum d'encaissements. Ça, c'était l'enjeu immédiat. Maintenant, je pense qu'il faut se projeter sur l'après. En fait, sur l'après-choc. Et c'est un exercice qui n'est pas du tout évident parce que pour comprendre ce qu'on devrait faire, comment est-ce qu'on devrait faire évoluer nos entreprises, il faut d'abord bien appréhender ce qui est en train de se passer autour de nous dans notre environnement économique et social. Alors là, en discutant avec toute notre équipe, on se rend compte qu'on ne peut pas bricoler, on peut plus bricoler nos modèles économiques là. Pendant 2 mois, on a un peu bricolé, c'était un peu sauf qui peut. Là, il faut se projeter sur une adaptation de nos modèles économiques d'entreprise pour les 18 à 24 prochains mois, en ayant une lecture la plus globale possible de ce qui est en train de se passer autour de nous et en essayant de se projeter sur le scénario de reprise qu'on pense qui est le plus probable. Alors rapidement, quelle lecture? D'abord, une lecture, l'impact économique. Donc la baisse de l'activité en période de confinement a été confirmée, c'est plus d'un tiers de l'activité qui est arrêtée. Si on considère uniquement les entreprises, c'est plus de 42%. Hein. Donc, et on a des disparités très fortes entre secteurs d'activité. Construction, tourisme, c'est moins 88, moins 90%. À l'inverse, le secteur de l'agroalimentaire est assez peu touché. Et dans le scénario de reprise dans lequel on peut se projeter, le gouvernement travaille sur un scénario de baisse du PIB sur l'année 2020 de 8%. Là, il y a pas mal d'experts qui commencent à expliquer qu'on va dépasser certainement les 10%. Donc, la reprise économique va être plus longue que celle qu'on aurait pu espérer. Donc, premier, impact économique. Deuxième, c'est l'impact sur l'emploi. Fin mars, on a déjà constaté plus de 450 000 emplois détruits. D'accord ? Bien entendu, les emplois précaires, intérim en priorité, et ensuite certainement CDD, et puis
Ça va toucher aussi de l'emploi privé avec des contrats type CDI. Là, on se projette sur un scénario global de perte de revenus moyens sur les ménages enfants de 7%, donc légèrement inférieur à la baisse du PIB, et bien entendu à lire avec le prisme des inégalités, inégalités sociales, inégalités devant l'emploi, inégalités devant le télétravail, donc c'est 7% en moyenne, mais il va y avoir des ménages qui vont être effectivement beaucoup plus impactés que d'autres. Ça va avoir un impact immédiat sur la consommation des ménages. La consommation hors alimentaire a chuté. On a de l'épargne forcée, c'est-à-dire du revenu pas encore consommé, parce qu'on n'a pas pu le consommer pendant la période de confinement. On est en train de se dire qu'elle ne va pas se consommer immédiatement, donc ce trésor de guerre ne sera pas consommé immédiatement. Et puis des nouveaux comportements de consommation qui vont aussi accompagner ce phénomène de reprise, avec le digital, avec des critères de choix de consommation qui vont évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Autre impact, c'est en fait un impact à considérer sur la totalité de la chaîne de valeur d'une entreprise. Il va y avoir des enjeux spécifiques par secteur d'activité. Un dirigeant d'entreprise qui va vouloir se projeter sur un scénario de reprise va devoir considérer la totalité de la chaîne de valeur de son secteur d'activité, ce qui est un exercice qui est particulièrement délicat, surtout si on est sur un secteur d'activité qui a une dominante internationale. Il va falloir faire un exercice qui est pas du tout évident. Et puis, dernier point, il va falloir aussi essayer d'anticiper les décisions politiques. Quel mode d'intervention pouvoir prendre l'action publique? Là, ce matin, il y a eu des annonces sur le secteur du tourisme, 18 milliards, pas seulement du financement, mais également des actions sur les fonds propres des entreprises. D'accord? Donc ça va également très certainement chambouler certains secteurs d'activité ou le poids de l'État sur les secteurs d'activité. Et puis, il risque d'y avoir des décisions politiques sur des notions de souveraineté économique par secteur d'activité. C'est des termes qu'on emploie déjà. Et là, encore une fois, ces décisions politiques vont impacter des secteurs d'activité. Donc, pour résumer, un chamboulement colossal, une perte de repères pour les dirigeants, mais par contre, l'obligation de retrouver ces repères pour envisager l'adaptation de son modèle économique et se projeter sur un scénario de reprise économique, sociale, anticiper des évolutions dans les comportements de consommation et l'impact de l'action publique sur notre secteur d'activité. Donc, pour résumer, un énorme chantier. Merci Charles. Alors, effectivement, voilà, un énorme chantier. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que tu dis et qui fait le lien aussi avec l'intervention de Julien qui va intervenir à présent, c'est le fait qu'effectivement toute la chaîne de valeur est impactée. Et donc, ça amène à la question que je vais poser tout de suite à Julien, qui est... pourquoi ça ne fonctionne pas? Hop. Voilà, Julien qui arrive. Excusez-moi, j'ai un petit souci de slide. Julien, finalement, par rapport à ce que vient de dire Charles, au milieu de tout ça, quelle doit être la priorité? Est-ce que c'est la rentabilité? Est-ce que c'est la trésorerie ou autre chose? Est-ce que En effet, c'est une question que le dirigeant se pose. C'est une bonne question. Charles a dit des messages très intéressants, notamment sur la trésorerie. Ça a été un réflexe sur le mois de, on va dire fin mars, avril, de préserver les entreprises. Donc, pour répondre à cette question-là, la trésorerie est bien sûr la priorité, à savoir qu'une entreprise qui a de l'argent donc sur son compte bancaire est solvable, donc peut continuer son activité. L'inverse, bien sûr, est différent. Donc, la priorité, ça a été de bien financer les entreprises. Ça, globalement, tout le monde est en cours, tout le monde l'a fait ou est en train de le faire. Par contre, voilà, la deuxième chose, le deuxième volet, c'est se pencher sur cette rentabilité. C'est bien d'avoir financé son entreprise, c'est bien d'avoir sollicité ses banques. Par contre, cet argent devra être remboursé et il est évident que de rembourser une perte de rentabilité, donc des déficits, va être un frein pour les entreprises et va être du coup un manque d'investissement sur les prochaines années, un manque de prise de risque sur les prochaines années et ça peut, selon ce que font les concurrents, être un frein pour une entreprise qui s'endette pour un manque de rentabilité. Donc là-dessus, c'était donc certains messages de
de Charles aussi, hein, il y a eu un temps où vous avez bricolé un petit peu le modèle économique. Là, il va falloir regarder un petit peu plus sur le long terme, sur les 24, 36 prochains mois, et arriver à se dire réellement ce qu'attendent mes clients, quels sont les facteurs clés de succès, donc vraiment les attentes de mes clients et leurs besoins, comment ces besoins ont évolué. Là-dessus, ça va être de bien se renseigner, de bien s'informer sur le marché, sur les comportements de ses clients, et aussi, bien sûr, sur ce que font les concurrents. Les concurrents en France, les concurrents à l'international, arriver à voir où sont les bonnes idées, quelles sont les tendances, celles qui marchent, celles qui ne marchent pas. Ça, c'est important. Et profiter justement de cette trésorerie, la trésorerie que vous avez pu avoir par les différents financements, pour justement anticiper ce modèle-là, investir un petit peu, arriver justement à faire évoluer votre modèle et justement arriver à adapter votre offre. Ça, c'est important. Donc, vous le verrez à travers notamment la présentation et toutes les présentations, hein. Mais on a fait passer des messages notamment sur qu'est-ce qu'un bon diagnostic, comment faire le diagnostic de son modèle économique. Ça, c'est très important pour arriver à se situer dans son environnement et arriver à évoluer. Et le dernier message qu'on voulait faire passer, c'était aussi vraiment solliciter votre réseau, aider votre entourage, aider vos clients quand vous pouvez, aider vos fournisseurs. C'est en faisant ce travail de nœud de réseau, c'est en faisant ce travail d'entraide en fait, que vous allez avoir aussi de l'information, que vous allez vous rendre compte des besoins de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, c'est un message aussi intéressant. Et c'est en faisant ce travail-là que vous allez pouvoir tisser des liens et justement vous nourrir de ces liens-là pour faire évoluer votre modèle. Et donc, en fin de compte, vous aurez tous les ingrédients pour répondre aux nouvelles attentes du marché. C'est là où il faut être humble, mais comme vos concurrents sont aussi impactés, c'est là où il faut être humble, arriver à regarder justement les tendances et arriver à se remettre en question. C'est ce qu'il va falloir, faire. Voilà, c'était les messages. Merci Julien. Alors j'en profite justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, ce webinaire vient en relais ensuite d'une série de vidéos qui ont été diffusées et qui sont peut-être encore accessibles sur le site de Montpellier Business School. C'est également sur les réseaux sociaux. À la fin de la présentation, on vous mettra à l'écran les vidéos et puis comment vous pouvez y accéder. Cette question du financement, elle est particulièrement importante et je trouve qu'il y a quand même un aspect du financement qu'on n'entend pas beaucoup finalement, alors qu'il est assez utilisé, mais on ne sait pas. Ça se développe, mais finalement on en sait encore assez peu de choses sur l'efficacité. C'est le financement participatif. Et ça m'amène à accueillir Van Wang qui va nous parler de ce sujet-là. Pour toi, le financement participatif en France, est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est une solution potentielle pour les PME aujourd'hui, surtout en ce moment? Est-ce que ça peut être une alternative? Parce qu'on sait que le financement en ce moment, il est très très compliqué pour pas mal d'entreprises. Donc, est-ce que tu as des infos à nous donner à ce niveau-là? Oui, donc merci Annabelle et bonjour à tous. Donc le financement participatif en France, donc ça se développe très fortement depuis 2014. Il y a un cadre légal qui protège les investisseurs dans ce domaine. Et Annabelle, si tu peux mettre la slide suivante. On a quelques chiffres ici que j'ai collectés à travers le financement participatif France. Et on peut voir ici que depuis 2015 à aujourd'hui, le montant de fonds récoltés par le financement participatif a réellement augmenté avec 629 millions en 2019 et donc 56% de plus qu'en 2018. Et comme j'ai évoqué dans la vidéo, il y a trois formes de projets, que ce soit par les dons, par les prêts ou par investissement dans le capital. Et dans la deuxième image, on peut voir la proportion des projets. Donc, la plupart des projets sont par les dons, plus de 15 000
projets. Près de 5000 projets sont par les prêts, donc avec un remboursement du capital et un intérêt par l'entreprise, et seulement 125 projets par investissement dans le capital. Donc le cadre légal est un peu plus complexe que les deux autres formats. Dans la slide suivante, Annabelle, si tu peux avancer. Là, j'ai regardé un peu en Occitanie qu'est-ce qui se passe, et la région a déjà mis en place un site internet où on peut déposer des projets et où les investisseurs peuvent venir investir dans les projets des entreprises. Et j'ai pris ici 4 exemples. Ces 2 exemples-là qu'on voit sur l'écran actuellement sont des projets par les dons, mais avec des contreparties. Donc, on pouvait voir dans la première, donc, est-ce que tu peux revenir sur là, le premier projet, c'est pour une crêperie itinérante, et le deuxième projet qu'on voit avec la deuxième image, c'est pour une épicerie fine. Donc, toutes les 2 entreprises sont dans la région, et chaque projet a récolté environ 5 000 €. Et ces 2 entreprises ont proposé des modalités de remboursement par les contreparties. Donc, ils proposent différents niveaux de 10 €, 20 €, 50 € pour une consommation future dans leur restaurant ou dans leur épicerie. Donc, l'avantage de ce type de financement, c'est qu'on peut donner des contreparties à moindre coût et à étaler dans le temps. Alors, j'ai aussi pris 2 autres exemples. Annabelle, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, avec 2 plus gros projets par des investissements dans les actions, dans le capital de l'entreprise, et par obligation, donc par le prêt. Donc, dans la première image, en haut, on voit un projet d'une entreprise qui propose une application mobile pour gérer les espaces des bureaux des entreprises. Donc, cette entreprise a proposé un investissement dans le capital et ils ont récolté plus de 500 000 €. Et le deuxième projet, qu'on voit avec l'image en bas, c'est pour construire un complexe solaire et la modalité de remboursement, c'est par le prêt. Donc, ils ont proposé un taux d'intérêt de 6,5% par an et ils ont récolté plus de 300 000 €. Et là, je viens de voir cet après-midi qu'ils viennent de proposer encore une deuxième vague de collecte de fonds pour construire un autre complexe. Donc, à travers ces quelques chiffres et quelques exemples, on peut voir que le financement participatif porte un réel résultat. Et cela peut aider les PME, TPE dans cette période à peut-être envisager des projets futurs, à diversifier un peu leur source de financement. Et donc diversifier la capacité à investir dans de nouveaux produits, peut-être avec un nouveau site internet ou avec des véhicules de livraison qui sont peut-être nécessaires actuellement. Et à la fin, donc Annabelle, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et donc à la fin, je voudrais partager peut-être quelques idées, quelques suggestions pour peut-être démarrer et réussir une campagne de collecte de fonds par le financement participatif. Donc, il faut, comme on peut voir sur la slide, il faut d'abord savoir pourquoi on doit demander un financement. Et est-ce que sur ce projet-là, est-ce qu'on peut avoir différentes sources de financement et est-ce qu'on peut faire peut-être en partie par le financement participatif? Si c'est le cas, quelle est la durée de la campagne qu'on peut fixer? Est-ce que c'est 1 mois, 2 semaines, 2 mois, 3 mois? Par quelle modalité? Est-ce que c'est par les dons, avec les contreparties comme on a vu dans les exemples? Est-ce que c'est par les prêts? Dans ce cas-là, il faut déterminer un taux d'intérêt qu'on va offrir aux investisseurs ou est-ce qu'on est prêt à ouvrir le capital aux investisseurs? Et par quelle plateforme? Donc, en Occitanie, on a déjà une plateforme et sur le site de la Banque publique d'investissement, il propose aussi un outil pour choisir la bonne plateforme pour chaque type de projet. Et par la suite, ce que je vois dans les succès des projets, c'est qu'il faut ensuite communiquer de manière très peut-être répétitive dans le temps et aussi avec pédagogie. Il faut bien comprendre que les personnes à l'extérieur de l'entreprise, elles ne connaissaient pas l'entreprise, elles ne connaissent pas vraiment le projet. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici quelques mots-clés comme transparence, la confiance,
à présenter clairement l'entreprise, l'objet du projet et quel est le potentiel du projet. Il faut donner aussi l'envie aux investisseurs par la présentation claire des contreparties proposées, le taux d'intérêt ou bien l'entrée dans le capital avec peut-être avec quelle revalorisation des actions. Et donc, il faut proposer des textes très courts, très clairs, pour qu'avec très peu de temps, on peut comprendre le projet et avoir envie d'investir dans le projet. Et aussi, on propose sur les projets que j'ai pu visiter, aussi, on apprécie le visuel avec les photos réelles de l'entreprise, du produit potentiel que l'entreprise veut développer, et aussi une très courte vidéo qui présente l'histoire de l'entreprise, du projet, de l'entrepreneur, et tous ces éléments-là peuvent donner envie aux investisseurs d'accompagner l'entreprise dans ce projet. Et enfin, dans la dernière slide, j'ai mis quelques liens utiles. Donc, si vous le souhaitez, on peut partager avec vous à la fin de la séance. Donc, dans les liens utiles, Annabelle, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, j'ai préparé pour donc le site en Occitanie, le site de la Banque publique d'investissement, afin de bien choisir la plateforme à utiliser. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Van. Et encore une fois, ces présentations, finalement, elles permettent des transitions assez simples, finalement, parce que quand on t'écoute, moi je me dis, en fait, c'est comme tout, il faut savoir leur parler, il faut faire du marketing avec les investisseurs pour pouvoir attirer leur attention et faire en sorte que parmi la multitude de projets qu'ils ont en face d'eux, qu'ils ne connaissent pas, comme tu l'as bien indiqué, il faut qu'ils trouvent celui dans lequel ils vont investir, il faut qu'ils choisissent et il faut qu'ils nous choisissent. Donc en fait, ça fait une très bonne transition pour notre intervenante suivante, puisqu'on va changer de thématique. On va quitter la question du financement. Merci encore Van pour ta présentation. Et on va s'intéresser à tout ce qui touche au marketing et à la communication, qui sont vraiment les pans aussi très important en ce moment, parce que là, les clients, il faut les garder, il faut les trouver, il faut les conserver. Et donc, on va d'abord écouter Agnès. Alors, Agnès, selon toi, en quoi le marketing peut aider une PME en ce moment, en ces temps si particuliers ? Merci Annabelle. Alors effectivement, le marketing, le but même du marketing, c'est de contribuer à créer de la valeur, à donner de la valeur à un produit, une marque, une offre de service. Et en ce sens-là, une des démarches possibles, c'est de partir de ce que j'appelle 3 piliers de réflexion et d'analyser en profondeur en fait les atouts, les caractéristiques et également les faiblesses de notre entreprise et de croiser cette information avec l'offre des concurrents remise dans son environnement, c'est-à-dire le secteur activité de mon entreprise, mais plus généralement toute la société dans laquelle se situe ce secteur d'activité. Et de croiser également par une troisième chose, c'est les attentes, les besoins des consommateurs. Donc, c'est à l'intersection de cette connaissance des 3 piliers qu'on va pouvoir choisir, que l'entreprise va pouvoir choisir ce qui lui permet de délivrer la meilleure valeur, c'est-à-dire de donner une raison à ses clients de choisir sa marque plutôt que la marque des concurrents. Donc, je voudrais aujourd'hui faire un zoom plus particulier sur le nouveau consommateur post-confinement, on va dire. Comme l'ont dit d'ailleurs mes camarades avant, on a affaire à un consommateur qui vient de prendre conscience de la fragilité du monde dans lequel nous sommes, puisque un virus a complètement déstabilisé une économie au plan mondial. Donc, il est inquiet, ce consommateur, il est assez anxieux, parce que forcément, cette situation l'impacte aussi à titre personnel, non seulement dans le domaine de la santé, mais il peut se poser des questions sur l'avenir de son travail et par ricochet sur l'avenir de son pouvoir d'achat. À ça vient s'ajouter une période qu'il a traversée qui était difficile. Il est frustré parce qu'il a été confiné, donc il a manqué de liberté, il a manqué également d'affection, entre guillemets, il a manqué de proximité avec ses proches. Et pour toutes ces raisons, en fait,
une PME qui va réussir à avoir un dialogue centré sur la réassurance, à mon avis, aurait les chances de faire une différence par rapport à ses concurrents. Donc, quel type de réassurance? Une réassurance tout d'abord très concrète, avec un discours très rationnel. Voilà, nos produits sont fabriqués dans des conditions sécuritaires, ils sont délivrés dans des conditions sécuritaires, nos magasins respectent des conditions sécuritaires, etc. Donc, ça, c'est un discours très rationnel. Mais on peut ajouter à ça un discours beaucoup plus émotionnel qui va parler justement à l'anxiété et à la frustration que les consommateurs ont connu jusqu'à présent, c'est-à-dire quelque chose de plus affectif, de plus léger. On peut utiliser d'ailleurs de l'humour, on peut utiliser également l'art. On a vu à quel point l'art était très utilisé en ce moment pour communiquer, dans le but, en fait, finalement, d'introduire un peu plus de légèreté, un peu plus de sérénité. Et je repense à cette publicité qui passe en ce moment pour Volkswagen, qui nous fait écouter juste le bruit de la mer. Voilà des idées qui peuvent être, à mon avis, très impactantes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nos consommateurs, ils ont donc pris conscience que du coup, la qualité de leur vie était vraiment importante et que c'était maintenant qu'il fallait pouvoir la gérer. La qualité des produits qu'ils consomment, et notamment des produits alimentaires, et la qualité des services. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus exigeants encore vis-à-vis des entreprises et que du coup, les entreprises qui vont pouvoir communiquer sur cette notion de qualité, qualité qui va faciliter et enrichir la vie des consommateurs, ce discours-là devrait être très bien perçu. Autre point qu'on a vu fortement émerger durant la crise, c'est la notion de valeur, parce que les consommateurs ont pris conscience de l'importance de la solidarité et du développement durable. On a tous été sensibles au fait que la nature reprenne ses droits, eux aussi. Ils se sont peut-être même aussi au plan solidaire montrés bénévoles dans des associations. Donc en fait, ils vont également, consciemment ou inconsciemment, récompenser, si je puis dire, les entreprises qui vont prouver leur valeur, qui vont montrer leur utilité sociale et qui vont continuer à le faire, non seulement pendant la période de confinement, mais également maintenant. Donc ça peut faire aussi la différence sur le marché concurrentiel. La PME peut également continuer à donner ce qu'elle avait fait pendant la crise, donner des conseils, donner du contenu gratuit, bref, donner à la fois, bien sûr, à des associations, mais aussi à ses clients. Et pour finir sur ce point, pourquoi ne pas envisager de faire des promotions des ventes qui soient des promotions solidaires, c'est-à-dire, par exemple, voilà, sur ma marque, sur telle période, on vous fait 20% de remise, mais sur les 20%, il y en a 15% qui vous reviennent. Effectivement, c'est une économie pour vous, clients, et les 5 autres pourcents, nous les réservons pour les donner à des associations. Donc voilà le genre de discours et d'actions qui peuvent effectivement bien correspondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Et pour finir, le dernier point, c'est effectivement le consommateur qui a découvert, redécouvert ou en tout cas bien bénéficié de toutes les potentialités du numérique, à la fois les plateformes de discussion comme Skype pour pouvoir faire des apéros Skype, mais également tous les contenus gratuits qui ont été délivrés par les marques, que ce soit des cours en ligne, des jeux en ligne, des escape games. Et tout ça maintenant, le consommateur sait qu'il va devoir vivre avec plus encore qu'avant, non seulement quand il va devoir profiter de ses loisirs, parce qu'il sait que la situation va durer, et également, bien évidemment, en termes d'achat, donc le commerce numérique va certainement continuer à exploser et pour de bonnes raisons. Donc pour conclure, je dirais que si notre PME arrive à prendre en considération ces grandes tendances, bien évidemment en fouillant plus par rapport à son propre secteur d'activité, elle va pouvoir adapter son offre en termes de produits, de tarification, de mode de distribution et de communication. Et grâce à tout ça, elle va pouvoir développer la confiance, créer plus de liens encore avec ses clients, qui lui-même va créer plus d'attachement et plus d'engagement, l'engagement étant vraiment à la base de la fidélité et du chiffre d'affaires des entreprises. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Alors vraiment, cette question de la solidarité, elle revient je trouve, de plus en plus, et d'ailleurs on va la voir aussi dans les interventions suivantes régulièrement, ça devient central. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure sur le chat. On les prend bien en note et puis on y répondra bien évidemment à la fin. Donc,
Christophe, cette solidarité, merci Agnès pour ta présentation. Christophe, cette solidarité, je crois que tu l'évoques aussi en termes de communication. Il me semble que ça fait partie des points qui peuvent être intéressants à évoquer à ce sujet. Tu nous dis, donc dans la vidéo qui a été postée, et puis dans ton propos par rapport à cette crise, que grâce à une communication efficace, on peut garder nos clients et même en trouver de nouveaux. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là ? Oui, tout à fait. Alors, dans la droite ligne de ce que vient de dire notre collègue et ami Agnès Lebellac, et d'ailleurs un peu ce qu'avait dit aussi Julien Côte tout à l'heure sur les opportunités, ou Van sur donner envie de rejoindre certaines entreprises en fonction de leurs pratiques. Moi, je voudrais insister sur ces gestes solidaires, effectivement, que peuvent faire les entreprises, et surtout la manière dont elles peuvent les valoriser à travers une communication, et je vais plus particulièrement parler de communication média. C'est un peu mon fonds de commerce, ma spécialité, le lien entre les entreprises et les médias. Je voudrais, dans la vidéo, je donne un exemple effectivement d'une PME que je connais bien, une TPE qui est à Saint-André-de-Sangonis et qui fait de la conserverie pour les produits apéritifs. Et elle a eu l'idée dès le début du confinement d'ouvrir ces unités de production qui étaient de conserverie, donc, qui étaient en chômage technique, à des restaurateurs de manière à ce qu'ils puissent mettre en bocal leur stock. Ce qu'ils ont fait, et donc des entreprises ont pu bénéficier de ce service. Je trouve l'exemple intéressant parce qu'il n'a représenté aucun coût supplémentaire pour l'entreprise, ou un coût très faible, mais en revanche, en termes d'image, il peut être très porteur. C'est effectivement peut-être le slide d'après, Annabelle, dans lequel on voit que c'est une communication à moindre coût et redoutablement efficace. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le dirigeant, que je connais bien, ait fait ça dans ce but-là, mais de fait, en ayant ouvert sa production à une initiative solidaire, eh bien lui-même se rend heureux par ce geste, rend ses proches, ses collaborateurs satisfaits, heureux, valorisés. Les clients, bien entendu, en bénéficient, et les prospects peuvent être séduits par une entreprise qui a ce type de geste. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que les médias, plus que jamais en ce moment, sont friands de ce type d'initiative. Je donne un autre exemple encore plus d'actualité, le MHSC, le Montpellier Hérault Sport Club, le club de foot de Montpellier, qui a sorti des masques à son effigie. Donc, vous voyez, en termes de marketing, effectivement, le potentiel que ça peut avoir, à un prix tout à fait modique. Je crois que c'est 15 € les 3 masques. Et ces masques, bien sûr, les bénéfices iront exclusivement à destination du CHU de Montpellier. Donc, il n'y a aucun bénéfice. Là, pour le coup, ça pourrait être très mal vu, effectivement, de profiter. On l'a vu avec l'histoire des hypermarchés et des masques, justement. Donc, de laisser entendre qu'on puisse profiter de la crise, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des gestes exclusivement solidaires. Alors, reste à le faire savoir. Et donc, c'est très simple, puisque les médias étant friands, un simple contact avec les rédactions peut suffire. Je donne un lien dans ma vidéo sur un organisme, effectivement, qui recense les rédactions dans la région. Un simple communiqué de presse, même rédigé d'ailleurs simplement, pas nécessairement dans les règles de l'art, suffira à séduire les médias. Peut-être juste pour terminer, un petit focus sur le fonctionnement justement de ces rédactions, pour bien montrer que la vie des entreprises aujourd'hui est au cœur des préoccupations. Les médias obéissent à des lois informelles qu'on appelle les lois de proximité. On en compte 4, la proximité temporelle, on est évidemment au cœur, on est dans l'actualité. La proximité géographique, on s'intéresse à ce qui est près de chez soi.
on est également dans ce cadre-là. La proximité spécifique, c'est-à-dire ça concerne plus particulièrement la presse spécialisée. Or ici, tout le monde est concerné, y compris d'ailleurs les journalistes. C'est-à-dire que les journalistes sont, quelqu'un l'a dit tout à l'heure déjà, les journalistes sont des citoyens aussi comme les autres, ils sont impactés, on le voit lorsque on aperçoit des journalistes, y compris des journalistes connus qui ne sont pas dans leur rédaction, hein, mais chez eux, dans leur cuisine, dans leur salon. Donc, ils n'ont jamais été aussi proches du reste de la population. Et puis enfin, et bien sûr, la proximité psycho-affective, c'est-à-dire que comme ça a été très bien dit précédemment, cette crise touche tout le monde au plus profond. Et donc, les médias ont bien conscience du fait que ce type d'information va intéresser son public. Hein. Donc, saisissez cette opportunité, communiquez sur les gestes, des gestes qui ne sont pas nécessairement, tout le monde ne peut pas produire des masques ou conserver des aliments, mais je pense que des pratiques comme celles qui ont été citées d'ailleurs précédemment, on le verra aussi sans doute tout à l'heure en termes de management, des pratiques innovantes, des expériences. Les médias prennent tout en ce moment, tout. Les journaux, un journal comme Midi Libre consacre plus des 2/3 de ses éditions à la crise, encore aujourd'hui. Donc, il est avide de sujets plus que jamais. Et le dernier aspect sur lequel j'aimerais terminer, c'est le fait que les liens que vous allez nouer aujourd'hui seront durables, et notamment vis-à-vis des médias. Vous allez être identifié comme une entreprise ressource, une entreprise référente. Et les journalistes ne sont pas toujours très organisés, mais ils ont de la mémoire. Et donc, d'ici quelques mois, lorsque j'espère la crise sera terminée, ils se souviendront du fait que vous êtes une entreprise innovante, que vous êtes une entreprise solidaire, généreuse. Et donc, lorsqu'ils chercheront des sujets, j'ai fait ça pendant des années, et qu'ils chercheront des entreprises correspondant aux thèmes qu'ils veulent traiter, ils se souviendront de vous. Donc, profitez-en. Merci Christophe. Alors, bon, je pense que le message est passé. Alors, communiquez sur les changements mis en place et les innovations que vous avez mis en place, parce que effectivement, il y a peut-être une belle opportunité là de les mettre en valeur. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton exemple, et ce qui va me permettre encore une fois de faire la transition avec l'intervention d'après, c'est que dans ton exemple, finalement, on voit que la communication, on communique sur des changements qu'on a mis en place et des innovations qu'on a mis en place justement pour s'adapter. On voit l'exemple tout simple de tous les restaurateurs qui se sont mis à faire de la livraison ou de la vente à emporter. Tout ça, ça nécessite de changer les modèles, et ça nécessite de changer, que ce soit les modèles stratégiques ou les modèles d'organisation. Et donc, ça veut dire repenser la façon de travailler, repenser les pratiques. Et pour ça, il y a peut-être des bonnes pratiques qui sont privilégiées en ce moment. Donc, j'ai invité Marilyn Meyer à prendre la parole maintenant. Marilyn, quelle bonne pratique tu conseillerais justement en termes de management aux entreprises en ce moment? Oui, merci Annabelle. Donc bonjour à toutes et à tous à nouveau. Donc en effet, je vais essayer de parler un petit peu cette fois-ci de management des ressources humaines, et vous allez voir qu'on va retrouver des éléments de solidarité, de confiance, évidemment, mais cette fois-ci tournés vers l'intérieur de l'entreprise, donc directement en s'adressant aux collaboratrices, aux collaborateurs. Donc le message clé que j'aimerais faire passer pour commencer, c'est de finalement continuer à manager ces équipes comme vous l'avez fait pendant la période de confinement. Donc là, pour l'instant, il ne faut pas relâcher les efforts et continuer selon les deux axes dont j'ai parlé dans la vidéo. Donc un axe plutôt individuel, c'est-à-dire reconnaître les individus. Et donc, ça passe évidemment en premier par l'écoute, toujours très importante, et la reconnaissance des expertises de chacun, de ce que chacun et chacune peut apporter. Et également, continuer le partage. Donc, favoriser ce partage entre les membres de votre équipe
Et attention, c'est un partage à la fois certes formel, d'outils, de méthodes que vous avez pu construire durant cette période de confinement, par exemple, mais également donc du partage plus informel autour du sens de la mission commune, donc de l'organisation. Qu'est-ce qui fait sens pour l'équipe, qu'est-ce qui fait sens pour les collaborateurs, le partager, l'écrire, le formaliser, c'est aussi une bonne pratique qu'on peut remarquer dans certaines entreprises. Donc voilà, déjà pour sortir de cette période de confinement, on remet à plat ce qu'on a pu construire dans la période précédente, on le capitalise et on continue dans la voie du management humain, bienveillant, inclusif. Ensuite, là où c'est très important également, c'est, vous l'avez compris, à court terme, c'est de sécuriser les collaborateurs et les collaboratrices. Parce qu'en effet, il ne faut pas croire que les peurs se soient éloignées. Bien au contraire, les peurs dans les équipes, dans l'entreprise sont encore très présentes. Et c'est pas seulement donc la peur d'être contaminé ou de contaminer les autres qui est prégnante, mais également la peur de l'avenir qui grandit. Quel sera notre avenir dans l'entreprise? Est-ce que mon emploi va être menacé? Est-ce que notre entreprise va pouvoir redresser économiquement la situation et continuer son activité? Quels sont les moyens dont je disposerai pour travailler? Donc là, on revient à la base de la pyramide de Maslow, pour celles et ceux qui connaissent. Et le manager doit donc commencer vraiment par satisfaire les besoins physiologiques et sécuritaires de ses collaborateurs. Donc, comment on s'y prend dans ces cas-là? Eh bien, c'est là où je vais reprendre des éléments que vous avez évoqués précédemment. La communication est essentielle. Donc, bien évidemment, les salariés ne sont pas informés ou très mal informés des dispositifs mis en place par le gouvernement, notamment le protocole de reprise d'activité est très peu connu. Donc, sans en faire une description détaillée, il est important que les managers se tiennent informés, prennent l'appui des professionnels RH dans l'entreprise pour comprendre les impacts au niveau de l'organisation du travail et ensuite accompagner l'équipe en le traduisant finalement à l'échelle des collaborateurs, en l'expliquant. Donc, il y a un véritable effort de pédagogie, là encore, à réaliser à l'égard de son équipe. Qu'est-ce qu'on peut aussi développer donc, dans ce contexte? C'est l'intérêt aussi pour le collectif, pour finalement le management d'équipe et de cette solidarité qui a émergé pendant la crise et le confinement en particulier. Il faut continuer, là encore, les efforts pour soutenir ces solidarités nouvelles. Et dans ce sens-là, je peux partager avec vous des expériences d'entreprise. Alors notamment, je pense à celle de notre grand partenaire Sage. J'ai échangé récemment avec cette entreprise et ce qui m'a interpellée, c'est leur capacité finalement à casser les silos pendant ce contexte de crise et qui poursuivent maintenant durant le déconfinement. C'est de mixer les équipes, donc d'introduire plus de diversité fonctionnelle, faire travailler ensemble des profils techniques avec des profils plus administratifs ou RH ou autres, et ça fonctionne très bien. Et donc ça, c'est aussi une bonne pratique qu'on peut mettre en avant dans ce contexte. Après, donc, je peux aussi vous parler de l'après, évidemment, puisque là, on parle plus ou moins du court moyen terme, mais que sera-t-il, quel sera le rapport au travail demain? Alors, il est en train d'être réinventé, c'est certain, et vous pouvez le constater vous-même à votre échelle. Je pense que véritablement, le premier message qui doit être défendu, c'est celui de la démocratie d'entreprise, de la citoyenneté en entreprise, et essayer de capitaliser justement sur les nouveaux liens dont on a parlé, de solidarité, d'entraide qui se sont créés pendant cette crise.
et finalement de les transformer en actes naturels, en comportements naturels, et essayer donc de donner de la voix à l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices dans l'entreprise. Ça sera source évidemment d'engagement et de motivation au travail, mais plus largement de performance pour l'organisation et de durabilité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une vision de long terme qu'il faut encourager. Et attention, là encore, je reprends le paradigme dont je vous avais parlé de management inclusif. Tout va se baser sur l'inclusion, c'est-à-dire que donner de la voix, c'est essentiel. Donc redonner ce pouvoir de dialoguer, de décider au sein même des équipes, c'est bien si c'est fait dans de bonnes conditions, c'est-à-dire si tout le monde peut avoir la parole, peut exprimer son opinion, et finalement que ce ne soit pas réservé seulement à certaines ou certains. Parce que durant cette crise, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que des tensions ont émergé d'inégalités de situation entre les salariés, ceux qui étaient en télétravail, d'autres qui devaient être sur site. Donc, forcément, il va falloir le gérer, cette citoyenneté d'entreprise dans cette visée donc, de justice de traitement, essayer de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et prendre en main ses missions et cette possibilité-là. Voilà, donc ma conclusion, après évidemment je serai attentive à vos remarques, à vos questions, c'est finalement donc comme j'avais pu le délivrer dans la vidéo, le message c'est plus d'humanité, renforcer encore ce lien donc avec ses collaborateurs, ce lien de terrain, cette proximité, et à côté de ça donc forcément essayer de révéler les talents, de les valoriser et de leur donner la parole. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marilyn. Alors effectivement, hein, ton intervention amène vraiment au constat que ça va durablement, très probablement changer le rapport au travail. Et donc c'est un paramètre en plus à prendre en compte pour nos dirigeants de PME qui sont déjà en permanence dans des questions de très court terme et de gestion de l'urgence, quoi, du quotidien, donc entre les aspects financement, marketing, communication, RH, maintenant prendre en compte tous ces nouveaux paramètres. En plus de ça, il faut aussi penser stratégie. Il faut aussi penser au futur et voir un petit peu à plus long terme. Et donc, c'est ce qui va me permettre de faire la transition avec l'intervention de Magali Marais qui va nous rejoindre. Finalement, quel conseil on peut donner quand on voit l'ensemble de tout ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui? Donc c'est une vaste question que je te pose là, Magali. Quel conseil tu pourrais donner aux PME finalement, vu de l'œil du stratège et du consultant, de la consultante en stratégie que tu es, pour permettre de mieux traverser cette crise? Merci déjà Annabelle pour cette question. Alors c'est vrai que c'est une question complexe. Moi je vais porter essentiellement un message pour les TPE et les PME qui nous écoutent. Il a déjà été largement évoqué par mes collègues précédemment, mais c'est vraiment cette question de aujourd'hui la crise que nous traversons montre plus que jamais au niveau planétaire, au niveau des pays, des habitants, mais aussi des entreprises, à quel point nos systèmes sont devenus interdépendants. Et à quel point la complexité des problèmes que l'on rencontre, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, sont devenus de plus en plus liés. Du coup, ce que ça m'évoque toujours, c'est que quand on est une petite PME ou une petite TPE, ou quelle que soit la taille finalement de notre entreprise, face à ces phénomènes interdépendants, face à tous les liens qui nous entourent, eh bien, très souvent, on se rend compte qu'on ne peut plus agir seul. Et je crois que beaucoup de nos intervenants l'ont précisé avant, que ce soit par exemple au niveau de la relation avec les clients ou au niveau de la sécurisation de sa chaîne de valeur. Je crois que c'était Julien qui évoquait ça tout à l'heure. On ne peut plus agir seul.
Et donc, je crois vraiment que l'une des manières, à la fois de surmonter cette crise maintenant, mais aussi de se renforcer dans l'éventuelle possibilité de crise future, c'est véritablement de donner et de créer un sens collectif à son action. Alors, quand j'en dis donner un sens collectif, là, c'est au-delà même juste de ses salariés, comme l'évoquait, ou de ses collaborateurs, comme l'évoquait Marilyn, mais c'est peut-être d'étendre, là aussi, à l'ensemble de ses relations, et notamment de ses relations avec ses parties prenantes, et pourquoi pas même avec ses concurrents. J'ai vu une question d'Olivier Gulot sur le chat, mais effectivement, ça fait sens. Donc, déjà, quelques conseils pendant la crise, parce que quand on parle de résilience et de sens collectif, ça commence déjà en ce moment. Alors, vous l'avez certainement déjà mis en place, mais ça peut aussi se poursuivre pendant la crise que nous traversons. Donc, on l'a dit, bien sûr, communiquer, partager avec vos collaborateurs et vos parties prenantes. Je crois qu'ici, pour moi, le maître mot, c'est explication. Si on a le choix difficile de faire, par exemple, mettre un collaborateur en chômage partiel ou rallonger le délai de paiement d'un fournisseur, c'est fondamental de mon point de vue de pouvoir l'expliquer, déjà pour maintenir la confiance et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases quand on continuera son activité. On peut aussi essayer de s'efforcer au maximum de tracer les difficultés et les ressentis et de valoriser les initiatives de tous. Alors ça peut se faire dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, en organisant par exemple même de brèves réunions avec ses parties prenantes, notamment pour essayer peut-être de sécuriser et de renforcer ce qui se fait au niveau de l'entreprise et de son action. Très important aussi, et on l'a dit, c'est peut-être le moment, cette crise, et surtout à mon avis l'erreur à ne pas faire, ça serait en ce moment d'essayer de rentrer dans des liens de compétition, peut-être même avec vos concurrents ou vos partenaires. C'est peut-être au contraire une formidable opportunité de construire des compétences collectives. Je vous donne un exemple, je travaillais récemment avec une entreprise touristique et une consultante du tourisme, Véronique Vidal. Et ben, sa mission pendant la crise, ça a été d'accompagner les entreprises du tourisme à créer ces compétences collectives. Donc, par exemple, développer de nouvelles offres ensemble, plutôt que de se faire de la concurrence, par exemple, si on travaille sur un territoire ou un autre, mais aussi, par exemple, si on est des petites chambres d'hôtes, eh bien, essayer de travailler ensemble sur des solutions digitales, par exemple, pour rassurer ses clients. Donc ça, ce ne sont que des exemples, par exemple, de ce que l'on peut faire en ce moment, notamment pour créer de la confiance, mais ce sera aussi payant à l'avenir. Parce que si on joue la concurrence maintenant au détriment finalement de l'entraide et des liens collectifs, il est possible qu'on puisse potentiellement par la suite en payer d'une certaine manière le prix. Après la crise, vous l'avez compris, hein, le mot d'ordre là pour le coup c'est le même, avec peut-être une différence, bien sûr garder le collectif, mais aussi se poser la question en tant qu'entreprise, en chef d'entreprise, aussi en tant que manager, sur son pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi je fais mon activité, quel sens je veux y donner, et quelle place pourrait avoir des valeurs de solidarité et de collectif dans ce que je fais. Donc on atterrit déjà après la crise, on essaye de rencontrer tout le monde, on essaye de rebâtir ce qu'on a vécu, de reconstruire ce récit collectif. On n'essaye surtout pas de minimiser les tensions ou les difficultés qui ont été vécues. Elles sont souvent une magnifique opportunité de construire des solutions ensemble pour la suite. Donc ça, c'est vraiment un message important. Et puis, très important, on réajuste en commun la mission et ce que l'on a envie de faire avec ses parties prenantes et ses collaborateurs. Je crois qu'on a tous été témoins en ce moment de témoignages où des collaborateurs ou des parties prenantes disaient, voilà, cette crise m'a fait me rendre compte que je n'avais plus envie de travailler comme ça, ou je n'avais plus envie de vendre tel produit comme ça, ou peut-être plus envie d'acheter tel produit comme ça. Donc là encore, il est vraiment fondamental de réactualiser ce que l'on a envie de faire en commun et ce que l'on a envie de mettre en commun. Et puis peut-être de manière un peu plus large aussi, votre entreprise, elle fait partie d'une société, elle a un rôle, elle a un engagement à jouer dans une multitude de liens qui l'entourent. Donc quand on parle de refondre des business models, et j'y reviendrai peut-être un petit peu après s'il y a des questions sur ça, c'est déjà définir ce que l'on va proposer, sa proposition de valeur, comment on va la créer, cette valeur, avec qui, et puis comment on va la distribuer ou la partager. Et je crois que ces trois éléments, pensés en collectif, sont de formidables modèles de résilience pour nos entreprises de demain. Donc je vous encourage sur ce point à être particulièrement utopiste et à soigner vos relations comme vous avez peut-être commencé d'ores et déjà à le faire pendant cette crise.
Merci Magali. Effectivement, ça nous donne de très belles pistes, à creuser pour la suite. Alors, comme le temps tourne, je vais sans transition cette fois passer la parole à Hélène Echanchou, parce que c'est dans la continuité directe de ce que tu viens de nous partager, Magali. Hélène, donc également professeure en stratégie. Hop. Voilà. Et puis, Hélène, au vu de tout ça et de ton regard également de professeur de stratégie, comment est-ce qu'on pourrait mieux anticiper les crises futures? Et puis peut-être, est-ce que les PME, elles ont un rôle à jouer là-dedans et des opportunités justement à creuser? Oui, merci Annabelle. Donc, rebonjour à tous. Oui, alors le lien direct avec l'intervention de Magali, donc, qui nous appelait à Tri to Piste pour changer des idées. Donc, c'est exactement ça l'objectif de mon intervention, qui apporte vraiment une vision un peu macroéconomique, on va dire, du monde d'aujourd'hui. Donc, pour mieux anticiper les crises futures, moi, je vous invite aujourd'hui de changer nos idées reçues. Vraiment, l'enjeu, c'est de se remettre en question, d'imaginer le monde de demain différemment. D'abord, il faut comprendre d'où on vient, et après, je vais vous inviter pour imaginer un peu, voilà, comment cette nouvelle logique sociétale et économique, elle pourrait se dessiner pour demain, donc ou après-demain avec le post-Covid-19. Donc, l'ancienne logique, c'était ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc, en fait, c'est une logique économique qui date des années 70, qui prône la croissance économique à tout va, la privatisation, la logique de production de masse, de rentabilisation. Et en fait, cette logique de productivisme, elle s'invite dans toute la société. Même nous, à l'échelle individuelle, en fait, on est toujours à la course pour faire plus avec moins, être plus productif en moins de temps. Elle s'invite aussi dans le domaine public. On l'a vu maintenant pendant la crise, les limites justement de la gouvernance séparée entre l'État et les marchés privés, parce qu'en fait, l'État, on a pu constater qu'il a délégué peut-être trop des activités d'intérêt général au marché, en espérant que la compétitivité des marchés et la logique financière, elle va aider à l'efficacité et à améliorer nos conditions de vie. Donc, cette crise, elle nous a montré effectivement que ces lacunes de ce modèle économique et politique sociétal. Et du coup, on peut anticiper, comme l'a évoqué Charles, je crois au début, on peut effectivement anticiper un rôle plus intrusif de l'État dans le futur. Enfin, donc cette course, donc cette logique à la croissance économique du néolibéralisme, en fait, c'est vraiment une course vers la croissance économique, toujours avec l'idée que ça va nous aider à augmenter notre bien-être. Sauf qu'en fait, pendant cette crise, ce qu'elle nous a montré, et même avant, on a vu en fait qu'il y a des limites. Donc, il y a des limites sociaux, notamment par rapport aux inégalités sociales qu'elle creuse, mais aussi des limites environnementaux, notamment parce qu'en fait, on dépasse les capacités de notre planète. On le voit avec les mouvements écologistes, notamment par rapport au changement climatique et la crise des biodiversités. C'est Agnès qui tout à l'heure disait aussi que pendant la crise, en fait, beaucoup de gens, ils se sont rendus compte comment l'environnement, finalement, quand l'homme est un peu en retrait, comment l'environnement retrouve un peu sa place. Donc, il y a vraiment maintenant cette idée un peu d'imaginer le monde d'après, ce souhait de renforcer les liens sociaux de proximité, mais aussi avec la nature, donc le côté environnemental. Donc, comment on peut faire perdurer ces effets positifs qu'a pu avoir aussi ces moments de crise où en fait, donc c'est aussi une opportunité de se remettre en question et d'imaginer le monde de demain différemment. Alors il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus sur les nouveaux récits de cette logique sociétale. Et en fait aujourd'hui, moi je constate qu'il y a 4 éléments et finalement, en fait, au travers des présentations de mes collègues, on a pu déjà les entendre un peu par-ci, par-là. Donc, le premier, peut-être qui est le moins évident,
Donc, quand on parle de l'indicateur finalement de bien-être, qui est aujourd'hui le PIB. Pourquoi est-ce que nous, on s'intéresse à la croissance économique? C'est parce qu'en fait, on a la logique avec la création de richesse. Du coup, on va augmenter la richesse pour tout le monde et donc le bien-être de tout le monde. Par contre, on voit que, par exemple, pendant la crise du Covid-19 aussi, toute cette notion de solidarité qu'on a pu évoquer, donc toute la valeur finalement qui est créée par l'humain, par l'économie sociale et solidaire, par l'économie informelle, tout ça, c'est même pas pris en compte dans le PIB d'aujourd'hui. Or, c'est ça ce qui va fortement aussi contribuer à notre bien-être sur cette planète-là. Donc, il y a des index alternatifs. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Personnellement, j'aime bien l'index du progrès social. Donc, l'idée, c'est que vraiment, l'objectif de l'entreprise et de l'économie, c'est le progrès social. C'est pas la croissance économique, c'est pas une fin en soi. Ensuite, donc la notion de démocratie participative, donc bon, mes collègues, elles en ont beaucoup parlé, je vais être brève. On le voit vraiment à toutes les échelles. Donc à l'échelle en intérieur de l'organisation, la gouvernance partagée aussi au niveau des communes locales, entre plusieurs organismes, mais aussi au niveau donc national, par exemple, avec la notion de démocratie participative sur la Convention citoyenne du climat, par exemple. Enfin, valoriser l'économie locale. Donc ça, c'est vraiment la crise, elle nous a vraiment... En fait, finalement, elle a joué un rôle d'accélérateur vers ce nouveau modèle parce qu'elle nous a montré la vulnérabilité de cette ancienne logique qui est certes très efficace d'un point de vue économique pour avoir des chaînes logistiques globalisées, pour aller chercher des ressources là où elles sont les moins coûteuses, sauf que on voit qu'en fait qu'elles sont très vulnérables et en temps de crise, il faut se recentrer davantage sur le local. Et enfin, donc exiger la neutralité carbone. Donc ça, c'est un quatrième élément qui est très important parce que, donc, quand moi j'entends crise future, une crise évidente qui vient à l'esprit de beaucoup de gens, c'est la crise climatique, la crise de biodiversité par rapport aux limites de notre planète. Et là encore, on peut aussi anticiper davantage des futures crises à venir, des futures régulations à venir. Et du coup, donc, ceux qui l'auront anticipé, en fait, ils pourront en tirer vraiment des bénéfices. Donc, ce qui pourrait être une contrainte pour certains, en fait, ça peut être une opportunité pour ceux qui ont pu l'anticiper. Donc, enfin, je conclus avec on va dire des conclusions plus concrètes donc, par rapport à maintenant comment on peut gérer cette sortie de crise. C'est vraiment utiliser ce moment charnière historique pour imaginer le monde de demain, pour se réinventer. L'économie, elle a été mise à plat, donc essayer de créer donc, des modèles plus résilients. Magali, elle vous a donné des bonnes astuces concrètement comment on pourrait la mettre en œuvre avec une gouvernance partagée et vraiment essayer d'utiliser cette crise en termes d'opportunités pour valoriser l'économie locale, l'économie circulaire ou solidaire. Merci. Merci beaucoup, Hélène, pour cette intervention. Alors, ça nous fait vraiment une très belle ouverture qui va sans aucun doute générer beaucoup de questions. Alors, ce que je vous propose pendant le temps qui nous reste, donc c'est effectivement d'échanger sur des questions-réponses que vous avez pu poser peut-être à travers le chat ou des questions que nous avons entendues au fur et à mesure de la présentation. Alors, le temps que vous réfléchissiez et que vous mettiez à plat vos questions, je voudrais simplement vous partager juste une information sur les vidéos parce qu'on a évoqué plusieurs fois la question des vidéos. Donc, ces vidéos sont à votre disposition. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas là? Oui, oui. Ok. Oui. Donc, logiquement, non, c'était pas ça. Excusez-moi. Vous expliquez simplement où est-ce que vous pouvez trouver ces vidéos. Donc peut-être est-ce que éventuellement Agnès, tu pourrais nous indiquer 2-3 informations en 30 secondes, le temps
Oui. Recueille les questions. Oui, très brièvement. Donc, en fait, ça, c'est sur le site de notre école, donc le site Montpellier Business School, sur la version française, parce que naturellement, on va plutôt tomber sur la version anglaise. Donc, quand on clique en haut à droite pour basculer sur la version française et que ensuite, on clique sur la partie entreprise, vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos qu'on a déjà enregistrées, voilà, qui peuvent revenir sur certains points ou aborder des points différents de ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Si je puis juste ajouter quelque chose, je me suis permise, pour faciliter, c'est Elsa qui parle là, de mettre dans la conversation le lien vers les vidéos. Donc, vous pouvez copier et coller. Ah, mais c'est super. Super. Merci beaucoup, Elsa. Merci. Donc, voilà, vous pourrez le trouver dans la conversation. Donc, peut-être qu'on peut commencer la session de questions-réponses. Est-ce que, Elsa, tu as identifié déjà peut-être une ou deux questions de nos participants ? Tout à fait. Donc, je ne sais pas si les participants veulent les poser directement, sinon je veux bien être leur voix. Il y avait une question de Christian Curel, je me suis permise de la noter, c'est quand Christophe intervenait, qui demandait « Êtes-vous certain que les comportements vont changer une fois que la crise sera passée? Pensez-vous que les acheteurs et les consommateurs qui mettaient le prix au centre de leurs préoccupations vont modifier leur comportement ?» Je peux même vous donner 2 exemples. Eh ben voilà. Voilà, parce que je suis actuellement en train de faire des actions bénévoles pour des achats groupés de masques, de gel, etc. pour les entreprises. Et en fait, j'ai quelques relations avec soit des fournisseurs, soit d'autres personnes. Par exemple, à midi, j'étais avec quelqu'un de Vergès et un distributeur qui lui fournit des masques en urgence, c'est-à-dire qu'il les banne. Et le bon lui a dit, tiens, d'ici un mois, on va faire un appel d'offres sur 20 000 masques. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donc mettre en concurrence des gens. Alors que 20 000 masques, ça fait évidemment moins de 20 000 euros en chiffre d'affaires. Et donc, ils pourraient passer ça directement en achat direct. Mais non, ils vont faire un appel d'offres pour effectivement, à tous les coups, faire la concurrence. Deuxième partie, il y a un projet industriel où il y a un conseiller régional qui a dit « Ah, on va soutenir, etc. » Et puis, il me dit ouais, on voulait commander des masques en tissu chez Eminence, mais on ne peut plus les faire livrer avec du gilet. Donc, il y en a qui nous ont proposé des masques de Roumanie. L'avantage, c'est qu'ils sont 2,5 fois moins chers. Voilà ce qu'il a dit. Donc voilà, ces deux remarques me font penser que peut-être, alors évidemment, on est dans la partie crise là. Donc nous, par exemple, on fait au prix d'achat, hein, donc du coup, on ne gagne rien, c'est tout bénévole. On demande des dons, enfin, on propose aux gens de faire pour les dons au sainement. Il y en a qui en font effectivement. Mais je ne sais pas si effectivement, je ne suis pas convaincu que les acheteurs, notamment les acheteurs des marchés publics, vont effectivement pas continuer à mettre la partie des prix au niveau de leur préoccupation centrale. Est-ce que l'un de nos intervenants souhaite rebondir sur cette réflexion? Je veux bien prendre la question. Peut-être tu peux activer. Voilà. Je suis motivé par cette question, je la trouve vraiment pertinente et intéressante. Et du coup, j'ai moi aussi quelques exemples, peut-être un peu provocateurs, un peu chocs, sur le changement des comportements. La première chose, c'est que moi, je pense que les comportements sont en train et ont déjà commencé à très fortement changer depuis le début de cette crise. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément changé comme on le voudrait. On voit à la télé tous les soirs les gens qui applaudissent les soignants de leur balcon, mais on voit aussi des reportages de gens qui ne veulent pas que les soignants reviennent dans leur immeuble pour ne pas apporter le Covid. Donc on voit qu'on n'a pas toujours des comportements très cohérents. Et finalement, je vais peut-être être un peu provocateur, mais je pense que cette crise-là, c'était peut-être une claque nécessaire pour une remise en cause et finalement une claque assez modérée pour une remise en cause. Je vais vous donner un deuxième exemple. J'ai une amie qui me racontait qu'elle discutait avec des gens, elle habite à Genève, des gens qui voulaient s'acheter des tapas pendant le week-end. Et plutôt que de les acheter à Genève, parce que ça coûte cher, les tapas à Genève, ben ça leur coûtait moins cher de prendre l'avion, d'aller à Barcelone et de s'acheter les tapas à Barcelone, d'y passer le week-end et de rentrer. Donc, c'est pour dire qu'on
un niveau, on a atteint un niveau qui était de déraisonnable, de non durable, de non éthique, sans s'en rendre compte. Et pour ça, on va avoir besoin de guides pour revenir un petit peu dans une réflexion un peu plus raisonnable et un peu plus long terme. Et je pense que le meilleur moyen de protéger cette façon de penser, ça va être de réfléchir à ce qu'on achète. Réfléchir à ce qu'on achète. Quand on dépense, aujourd'hui, c'est une façon de téléguider, téléguider les modèles économiques qu'on accepte et qu'on refuse. Et pour ça, alors c'est vrai que le porte-monnaie, ça peut être important. C'est vrai qu'on peut parfois se réfléchir et se dire j'ai pas envie de dépenser cet argent pour ça, mais on va devoir réfléchir quand on dépense. Vous savez, les gouvernants, c'était difficile de gérer cette crise. Et une des erreurs, ça a été de fermer les marchés. Fermer les marchés, c'est fermer les petits commerces de proximité qui nous vendaient des produits frais. Et ils l'ont fait parce que ces petits commerces, ils n'avaient pas de solution immédiate de protection formalisée avec des procédures. Or, moi, s'il y a un comportement que je conseille de prendre, c'est de bien réfléchir quand on achète. Est-ce que j'achète éthique? Est-ce que j'achète durable? Et peut-être que ça va être un peu plus cher, mais peut-être que je vais pouvoir acheter un peu moins et finalement le faire passer dans mon budget. Voilà un peu ma réponse. Je pense que les comportements sont en train de changer, qu'ils vont changer fortement, mais qu'il faut essayer de les aider à changer dans la bonne direction. Merci Paul pour ta réponse. Alors, je pense que Elsa, tu as dû identifier aussi la question d'Olivier Gulot. Tout à fait, à laquelle Magali avait commencé à répondre. Olivier demandait, je prends les questions par ordre chronologique, aucunement d'importance. Olivier disait, on voit des liens se nouer entre les entreprises concurrentes qui traversent une même crise. Va-t-on voir naître des alliances ou des fusions entre ex-concurrents? Donc Magali a commencé à évoquer cette question. Est-ce que d'autres personnes veulent apporter des réponses? Oui, ou Magali revenir dessus éventuellement. Je veux bien revenir rapidement puisque j'ai vu une autre question qui concernait aussi la gouvernance partagée. Comme ça, je pense que c'est très lié, donc je me permets juste de revenir sur ça rapidement. Oui, en tout cas, une chose est sûre, c'est que sur les comportements comme sur les choix des entreprises, dans une période de crise, on va avoir les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes de repli et puis on va avoir des phénomènes d'ouverture. Et ça a toujours été le cas. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'était comme quand on parlait très souvent de la RSE. Moi, j'avais des chefs d'entreprise qui souvent me disaient, mais si je fais de la RSE, est-ce que ça va être rentable? Et je disais, c'est d'abord une question de choix. Si vous décidez de ne pas en faire, peut-être que vous serez quand même rentable. Mais si vous décidez d'en faire, vous pouvez être rentable aussi. Et c'est déjà une très bonne nouvelle. Par contre, ce que nous montre la crise, quand on traverse des crises, et c'est peut-être ça le plus important, c'est que les entreprises qui ont le plus investi, en tout cas dans leurs liens durables, sont celles qui sont les plus résilientes aujourd'hui. Et ça, de nombreuses études nous le montrent. Donc, même si aujourd'hui, il y a certains comportements très opportunistes, comme ceux dont nous parlait Christian, etc., sur ces thématiques-là, ça reste quand même quelque chose de risqué, notamment de risqué si on veut continuer plus tard, non seulement à se maintenir, mais à fonctionner dans de bonnes conditions avec ses partenaires. Donc, est-ce que c'est facile de construire des formes de gouvernance partagée? Certainement pas. Les exemples tous les jours nous montrent que c'est vraiment un challenge et une aspiration plus qu'une façon de le faire. Bien sûr aussi que c'est compliqué de le faire dans des systèmes qui sont très hiérarchisés et déjà très bureaucratiques. Et c'est là où je crois qu'une des clés pour sortir de ça, c'est de penser des formes de gouvernance partagée qui soient plus souples. Et plus souple, ça veut dire d'agir à différents niveaux. On n'est pas obligé de faire une alliance, nécessairement une fusion, pour construire de la gouvernance partagée. On peut mettre en commun un certain nombre de ressources, par exemple, mais on peut aussi mettre en commun un certain nombre de services ou de formations de ses collaborateurs, ou même de la main-d'œuvre, si on peut en avoir besoin, par exemple dans des groupements d'employeurs. Mais on peut aussi trouver des formes de gouvernance partagée par le biais des réseaux. Pour ceux qui nous suivent, ils le savent très bien, mais aussi par des formes, par exemple, de partage, d'économie collaborative, de liens, qui sont des formes plus souples de gouvernance partagée et qui ne s'opposent pas nécessairement à certaines règles bureaucratiques un peu compliquées ou à une agilité en temps de crise, au contraire.
Merci, merci Magali pour ta réponse. Il y avait également Moussa qui parlait de communication. Moussa, peut-être que j'en ai raté une, Elsa, dans le fil. Oui, alors déjà, c'était Thierry Marc qui effectivement parlait de gouvernance. Il avait également fait une remarque concernant l'intelligence collective, hein, qui devait devenir une réalité à l'heure actuelle, notamment pour les TPE. Il y avait une question avant celle de Moussa, de A. Flacon, concernant, qui était comment concilier la création de nouvelles formes de gouvernance partagée dans un contexte où la conduite rapide du changement est souvent une question de survie et en tenant compte d'un cadre social et législatif français plus que complexe. Alors, est-ce que quelqu'un est inspiré pour la question? Parce que c'est une question qui est pas simple de ce que je vois. Peut-être que l'intervenant ou l'intervenante, enfin la personne qui pose la question peut nous dire un mot pour développer un petit peu sa pensée, si elle est toujours connectée. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, ma question, elle était effectivement dans le cadre actuel. Effectivement, pour beaucoup de secteurs aujourd'hui, je crois que certains intervenants ont clairement dit, hein, il y a vraiment des questions de survie aujourd'hui pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans les PME, les PMI, etc. Et donc effectivement, on commence à mettre en place des gouvernances partagées, c'est des choses qui existaient, qui étaient aussi dans l'air avant la crise, et qui nécessitent effectivement un certain temps en France, hélas, un certain temps, un certain nombre de moyens, etc. Et là, il y a vraiment une question de temps, c'est-à-dire que l'agilité, la réactivité, la rapidité d'action dans un contexte comme l'idée aujourd'hui est nécessaire. Et c'est vrai que quand on commence à dire des gouvernements partagés, surtout quand il s'agit de relations avec au niveau social, avec les collaborateurs, aussi éventuellement concurrents, etc., ça nécessite beaucoup de temps, et ce qui va manquer à beaucoup d'entreprises dans les mois qui vont arriver, c'est justement le temps. Donc c'est un peu cet espace, cette problématique de temps là que je voulais dire. J'étais d'accord avec beaucoup de choses qui étaient dites, mais vraiment comment concevoir justement et comment faire vite et bien. Alors je crois que Charles a quelques pistes à ce sujet. Oui. Non, je ne sais pas si j'ai quelques pistes, mais je pense que ça répond aussi, je fais le lien avec la question d'Olivier tout à l'heure. C'est pour moi le bon champ de réflexion aujourd'hui d'un dirigeant ou d'une dirigeante, c'est le secteur d'activité. Les secteurs, ils sont touchés en valeur. Donc en fait, forcément, va y avoir un phénomène de concentration. Il peut y avoir des défaillances. Mais il peut y avoir aussi de la concentration, on va dire, positive et bienveillante, avec de la collaboration entre acteurs. Et Magali l'évoquait tout à l'heure, il y a des secteurs comme le tourisme où la solution sera d'abord une solution commune. S'il n'y a pas de solution commune et coordonnée, il n'y aura pas de solution individuelle. Donc la question n'est pas forcément de savoir est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est pas efficace. Pour moi, en fait, pour certains secteurs d'activité, une obligation, il n'y aura pas trop d'alternatives, les réponses individuelles ne fonctionneront pas. Et le deuxième point qu'on voit aussi, c'est que là, on a quand même l'État, le gouvernement ou les institutions sont assez réceptives. Donc, si on a une réponse coordonnée, on est capable, dirigeants d'entreprise, de faire peser notre poids économique dans la balance et d'infléchir des décisions réglementaires, des décisions fiscales, des décisions du cadre légal. Et en fait, on peut faire jouer ça en notre faveur, et on n'y arrivera que si on a une stratégie de groupe, une stratégie commune à plusieurs acteurs, alors, sur un secteur d'activité ou transverse à plusieurs secteurs d'activité. Ça dépend un peu de nos métiers. Oui, et puis peut-être pour compléter aussi sur ce que dit Charles, c'est vrai que toutes ces techniques de gouvernance partagée, ou dès qu'on parle d'intelligence collective, c'est sûr que ça nécessite un peu plus de temps. Et donc, c'est pas faire ou que ça, ou que du top-down, le dirigeant qui dirige pour aller vite et pour être réactif. À mon avis, il faut choisir les sujets, effectivement, mais le fait d'avoir quand même sur certains aspects de prendre malgré tout un petit peu de temps pour ça, ça permet quand même d'en gagner après beaucoup, parce que les gens, d'une part, ils adhèrent à la stratégie, parce qu'ils l'ont co-construite,
Et donc, ils comprennent le sens, ils savent où ils vont. Et donc, ils se sentent beaucoup plus responsables et ils développent leur autonomie. Donc, en fait, le temps, il est peut-être autant rattrapé dans l'autonomisation qu'ils auront gagné par cette co-construction. Donc, effectivement, ça ne s'applique pas à toutes les décisions, mais je pense que c'est bien de composer surtout dans cette période où il faut revoir les modèles. Ça fait partie. Moi, je dis souvent, la stratégie, c'est l'heure de faire coïncider les projets, d'autant plus si les ressources sont rares. Ouais. Et ça va être le cas. Alors, il nous reste vraiment que quelques minutes si on veut tenir le timing qui a été fixé. Peut-être ce que je peux vous proposer, c'est s'il y a une ou deux questions, de les poser en live pour les questions qui sont importantes. On va essayer de terminer à l'heure, par respect pour les gens qui participent. Donc, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu ou voilà, que vous souhaitez, qui vous sont venues au fur et à mesure des échanges et que vous souhaitez poser? Dans ce cas-là, vous prenez la parole et vous allumez votre micro. Alors, non, écoutez, ça a l'air assez... Moi, j'avais noté, c'est pas moi qui ai posé la question, mais j'ai vu une question alors qui a priori s'adressait plutôt à Christophe, mais je ne sais pas si Christophe veut répondre ou pas. Ça concernait comment communiquer sans arrière-pensée commerciale. Je ne sais plus qui a posé cette question. Moussa. Voilà. Moussa Chaoui. Ah oui. Voilà, Moussa. Alors, je ne sais pas, Christophe, si ça t'inspire ou si je dis un mot, comme tu veux. Oui, non, j'en dirais volontiers un mot. Du point de vue des médias, encore une fois, je reprends ma casquette de journaliste. J'ai répondu à Moussa directement sur la conversation, mais je crois que là, pour le coup, c'est très dangereux pour une entreprise de s'amuser à ça. Tout à l'heure, Christian a évoqué une entreprise qui rentrait dans ce jeu-là sur le plan des achats. Je pense qu'il y aura des tondus à la Libération et que des entreprises qui aujourd'hui profiteraient de la crise et communiqueraient faussement là-dessus ont beaucoup à perdre, beaucoup plus à perdre qu'à gagner. On a parlé de changement de comportement, on a parlé de qu'elle perdurera. Et je pense que les consommateurs, notamment, sauront séparer le bon grain de l'ivraie. Et il y aura là de vrais règlements de compte, je pense. Et en termes d'image, une entreprise aurait énormément à perdre. Il y a les médias qui détestent ça, mais il y a encore plus redoutable et encore plus réactif les médias sociaux, qui peuvent détruire l'image d'une entreprise en quelques dizaines de minutes. Donc, vraiment, je ne suis pas sûr qu'il y ait un trop gros risque de ce côté-là, parce que je pense que les entreprises ont conscience quand même de ce danger. Mais je suis peut-être un peu angélique. Non, on a fini notre présentation en disant qu'il fallait être utopiste. Oui. On a la possibilité de construire un nouveau monde, on va essayer de communiquer et d'œuvrer dans ce sens-là. On arrive au terme de ce webinaire. Il est... J'avais juste un commentaire par rapport à ça, par rapport à la question de la communication. Oui, il y a effectivement entre guillemets, le bon grain à livrer dont vous parliez tout à l'heure. Mais le sujet, il est aussi que les prochains mois, ils sont faits d'incertitude. Donc la vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas celle de demain. Ce qu'on peut communiquer à un moment, à un instant T, on l'a vu, même au niveau d'État dans les derniers mois, ce qu'on peut communiquer à un instant T peut être différent à l'instant T plus 1. Malgré que les chefs d'entreprise soient tout à fait en honnêteté. Alors effectivement, les journalistes ou les médias n'aiment pas trop ça, mais là, c'est la réalité de la vie et qui sera notre vie dans les mois qui viennent. Donc effectivement, la question, c'est de savoir comment maintenir la confiance de son écosystème, tout en aussi tenant le fait qu'il faut agir malgré cette incertitude. Voilà. Alors, si je peux me permettre, moi j'aurais envie de dire, en restant le plus authentique possible dans sa communication et en restant vraiment, comment dire, du côté de ses clients en fait, c'est-à-dire en communiquant vraiment, si on arrive à considérer nos clients, alors non pas comme des amis, mais dans l'esprit c'est un petit peu ça en fait, c'est-à-dire des gens dont on veut le bien et à travers notre activité commerciale en fait, on veut le bien de nos clients. Je pense qu'on peut réussir à rester sincère, au moins rester
sincère dans sa communication. Et je pense que s'il y a cette volonté-là, c'est quelque chose qui se perçoit et qui se perçoit dans le bon sens par les clients et l'entourage, en fait. Bonsoir, je suis tout à fait en face. C'était un peu l'esprit de ma question, donc c'est Moussa qui s'exprime. On vit une situation qui est tellement dramatique. Donc, Annabelle, il y a quelques instants, tu as parlé d'utopique. En fait, on n'est pas forcément dans l'utopie. Il y a certaines actions aujourd'hui, et notamment certaines actions chez les éditeurs de logiciels dont je fais partie. Ce qu'on vendait hier, aujourd'hui, on l'offre. Aujourd'hui, et Magali, tout à l'heure, tu as parlé de business model. Le business model, j'allais presque dire, on est un peu haut quand on parle de business model aujourd'hui, ou réinventer le business model. La situation, malheureusement, et je parle surtout du tissu économique PME, PMI, on a une situation en face de nous qui est tellement catastrophique qu'aujourd'hui, on est tout simplement obligé de faire de la bienveillance. On a parlé tout à l'heure de bienveillance côté salarié, mais le côté bienveillant également, il se fait en externe avec le tissu économique et avec les clients. Donc moi, je vous partage mon expérience chez Sage. Il y a des prestations qui, pour beaucoup, étaient payantes. 90% de nos prestations étaient payantes. Toutes les prestations payantes ont été tout simplement ouvertes pour faire en sorte que ça devienne gratuit. Un petit peu ce que les acteurs, notamment dans la télécom, hein, vous êtes chez Free, là, vous aviez un forfait à 2 €, vous avez 1 giga de données. Voilà, donc il y a eu beaucoup de secteurs d'activité où le côté barrière, entre guillemets, tarifaire, ont simplement été effacés. Je trouve que c'est une excellente nouvelle, en fait, finalement. C'est une excellente nouvelle. Alors, obligé d'être bienveillant, voilà, on est bienveillant. C'est bien que les entreprises deviennent bienveillantes et que ça rentre dans la stratégie des entreprises parce que, comme le disait Agnès à l'instant, et comme ça a été dit plusieurs fois dans les interventions, c'est cette authenticité-là qui fait qu'on aura la confiance et que on pourra changer les modèles. Donc, d'ailleurs, on va poursuivre le travail de ces vidéos-là avec un ensemble d'écrits qui vont s'orienter sur justement comment mettre de la bienveillance et comment la bienveillance, finalement, c'est la clé de la sortie de cette crise pour les entreprises de demain. Annabelle, si je peux me permettre, un deuxième point. Oui, bien sûr. Je vous invite peut-être à allumer vos... Enfin, oui, Moussa, oui, pardon, je ne voyais pas qui parlait. Oui, je disais simplement, au-delà du changement, et notamment de la partie bienveillance, il y a également un autre critère qui est capital, c'est le changement de la réglementation. Donc, j'ai suivi plusieurs vidéos, et notamment une de tes vidéos hier sur la partie besoin en faux de roulement. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une telle peur, notamment dans le tissu économique et dans les petites entreprises, il y a une telle peur qui fait que si je ne paye pas mon fournisseur dans tel ou tel critère, je risque effectivement, de me faire pénaliser, et 2, je risque tout simplement de mettre la clé sous la porte. Ce changement, il faut également qu'il soit impulsé par la loi, et notamment par la réglementation, et malheureusement, c'est tout sauf simple en ce moment. Et oui, mais c'est aussi... Alors là, peut-être que je m'éloigne un peu de mon champ de compétences, mais à ma connaissance, la loi suit la société. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des comportements et la loi s'adapte et légifère ensuite a posteriori. Donc c'est normal que ça se passe dans cet ordre-là, selon moi. Enfin, on est en train de construire, tout est nouveau et effectivement, pour l'instant, c'est compliqué. Je te l'accorde, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je crois que c'est dans l'ordre des choses, en fait, qu'il faut qu'on passe par là pour qu'on légifère et pour qu'on ait ensuite un cadre juridique qui réponde, quoi, responsive, comme on dirait. Annabelle, est-ce que je peux me permettre d'intervenir ? Je voudrais juste, suite à ce que Moussa a dit, en disant, voilà, avant, ce qu'on vendait, on était obligé de l'offrir, donc on est dans une situation vraiment très, très difficile. Alors, effectivement, j'espère qu'avec les conseils, notamment de Julien et de Paul Martin, donc ça pourra aider effectivement l'entreprise à tenir. Mais moi, ce qui me frappe également, c'est que un des moyens de tenir, même si c'est très facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, c'est d'arriver justement dans ce contexte où plus personne ne veut acheter quoi que ce soit, c'est d'en revenir finalement au fondement du marketing, c'est-à-dire quelle est la vraie valeur que je peux aujourd'hui apporter grâce à mon offre, qu'est-ce que je peux modifier, ajouter, changer dans mon offre
pour que je fasse partie des rares produits que l'on a encore besoin d'acheter sur le marché, en fait. Donc, c'est peut-être voilà, juste une piste de réflexion, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux changer, rajouter à mon offre pour que vraiment, on ne puisse pas s'en passer au point que cette partie-là, on va être obligé de l'acheter, en fait. Eh bien, ouais. C'est juste une idée. Merci Inès, mais effectivement, ça sera une très bonne conclusion pour le webinaire parce que je pense que c'est vraiment la question clé que les entreprises doivent se poser en ce moment. Donc, merci à tous. Si vous êtes d'accord, on va clore ce webinaire parce qu'il est 7h moins 20. Et donc, on va libérer nos participants et nos intervenants. Merci pour ces interventions fortes, intéressantes, fort enrichissantes. Et puis, ce webinaire est enregistré, donc il sera rediffusé et disponible sur le site de l'école et puis sur nos réseaux sociaux, donc à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Nous avons, j'avais un slide. Vous avez à la fin de la vidéo le mail d'Elsa pour toute question. Merci beaucoup, Annabelle. Voilà. Merci, Annabelle. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci.